Bonjour chers amis, un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer ce cours sur l'étude de la stabilité des murs. Voilà donc j'espère que vous vous portez bien, moi de mon côté tout va bien par la grâce de Dieu. Donc sans plus tarder nous allons commencer avec notre cours. Voilà donc qu'est-ce que c'est un mur stable? Un mur stable est un mur sans mouvement. Et par mouvement, nous avons deux types de mouvements qui peuvent avoir lieu. Donc, nous avons en premier lieu la translation, c'est-à-dire le glissement. Et en deuxième lieu, c'est la rotation, c'est-à-dire le renversement. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut pour garantir la stabilité des murs? Pour garantir la stabilité des murs, il nous faut, premièrement, empêcher que le mur se renverse sous l'effet de la poussée des forces. Dans ce cas-là, nous calculons la stabilité à la rotation, c'est-à-dire au renversement. Petit b, empêcher que le mur glisse sous l'effet de la poussée des forces. Dans ce cas-là, nous calculons la stabilité à la translation, c'est-à-dire au glissement. Voilà, on va continuer. Comment vérifier la stabilité des murs? Ça, c'est une très bonne question. Une question très pertinente. Voilà, donc pour étudier la stabilité des murs, on doit, en premier lieu, il faut savoir faire la différence entre deux catégories de murs avant même de procéder au calcul. Nous avons les murs de clôture, retenir la poussée des vents, et les murs de soutènement, retenir la descente de la terre ou bien la poussée de la terre. Ensuite, avant de pouvoir entamer les calculs de vérification de la stabilité des murs, il faut tout d'abord commencer par faire l'inventaire des charges, question d'identifier les forces stabilisatrices garantissant la stabilité et les forces motrices conduisant au renversement ou bien au glissement. Par la suite, on doit déterminer les moments stabilisateurs, c'est-à-dire la stabilité, et les moments moteurs, le renversement. On va continuer avec notre cours. Grand 1, la vérification de la stabilité au renversement des murs. Qu'est-ce que c'est le renversement? Le renversement des murs, c'est un mouvement de rotation qui implique le changement de position par retournement du mur seul dans le cas où le mur est construit de matériaux différents de celui de la semelle de fondation qui le sert de support, sinon par retournement du mur et la semelle dans le cas où la semelle et le mur sont construits avec le même matériau. Voilà, donc on va prendre le premier cas de la figure numéro 1, mur et semelle de matériaux différents. Donc, sous l'effet de la poussée, s'il y a lieu l'éventuel renversement, cela va se faire de la manière suivante, donc comme nous pouvons le constater. On va prendre le deuxième cas de figure, mur et semelle de même matériau. Donc, sous l'effet de la poussée, s'il y a lieu un éventuel renversement, cela va s'effectuer de la manière suivante, comme nous pouvons aussi le constater. Voilà, donc on va continuer. Petit a, les étapes relatives à la vérification au renversement des murs. Quelles sont les étapes à suivre? Premièrement, on doit faire l'inventaire des charges en identifiant les forces stabilisatrices qui sont verticales et les forces motrices qui sont horizontales. Ensuite, définir le joint ainsi que déterminer les distances d'éloignement de chacune des forces par rapport à ce joint.
représenter le schéma de calcul, déterminer le moment de stabilité qu'on note MS et celui du renversement noté MR. Voilà donc, nous avons l'exemple numéro 1, le cas où le mur est construit de matériaux différents que celui de la semelle. Donc on va procéder à ces différentes étapes qu'on vient de citer. Comme ça, vous allez comprendre les étapes relatives à suivre lors de la vérification de la stabilité au renversement. Donc en premier lieu, l'on va faire l'inventaire des charges, un éventuel inventaire des charges. Donc nous avons l'inventaire des charges. Nous avons la charge P1 qui est assimilée à une surcharge sur le mur. La charge P2 qui est le poids propre du mur. Et la force motrice F qui peut être assimilable à la concentration de la poussée du vent. Voilà donc, en premier lieu, les forces stabilisatrices qui garantissent la stabilité du mur sont représentées par P1 et P2, comme nous pouvons le constater sur la figure. Ensuite, les forces motrices qui vont conduire à la déstabilisation du mur sont représentées par F. Le joint est représenté par A. Étant donné que le mur et la semelle sont de matériaux différents, notre joint sera situé entre le mur et la semelle. Et dans les calculs de la vérification de la stabilité, ce qui veut dire la partie de la semelle ne sera pas prise en compte puisque l'effet sur le mur n'aura pas d'incidence sur la semelle puisque les deux sont de matériaux différents. On va continuer avec les étapes. Les distances de force sont représentées successivement par D1 qui est la distance d'éloignement de P1, P2, D2, D2 qui est la distance d'éloignement de la charge P2 et ensuite D3 qui est la distance d'éloignement de la force motrice F. On continue. Donc, notez bien, les distances sont calculées par rapport au joint A qui constitue le point de jonction entre le mur et la semelle. Nous avons les moments. Premier moment, ce sont les moments stabilisateurs. Notez MS. Le moment MS est égal à quoi? Est égal à la somme des moments des charges verticales par rapport à notre joint A. Ce qui veut dire MS est égal au moment de P1 par rapport à A plus le moment de P2 par rapport à A, ce qui nous fait P1 fois D1 plus P2 fois D2. Les moments moteurs ou de renversement notés MR. De même, MR est égal à la somme des moments des charges horizontales par rapport à A. Compte tenu que dans notre cas de figure, nous n'avons qu'une seule charge, donc MR est égal au moment de la force stabilisatrice par rapport à A, ce qui veut dire F fois D3. On va prendre un deuxième cas de figure. Le cas où le mur est construit de même matériau que celui de la semelle. On va procéder à la réalisation de ces mêmes étapes. Donc, l'inventaire des charges. Nous avons P1 qui constitue le poids propre
du mur, P2 qui constitue le poids de la semelle. Dans ce cas de figure, le mur et la semelle sont de même matériau. Ce qui veut dire conséquence subite et immédiate. Dans les étapes de calcul de la vérification de la stabilité, la semelle sera prise en compte. Et F assimilable également aussi à la force du vent. Donc on se dit qu'il s'agit d'un mur de clôture. Donc les forces stabilisatrices qui garantissent la stabilité du mur sont représentées par P1 et P2. Les forces motrices qui vont conduire à la déstabilisation du mur, représentées par F. On va déterminer notre joint. Le joint est représenté par A. Nous constatons que ici le joint n'est pas entre le mur et la semelle. Pourquoi? Tout simplement parce que dans ce cas de figure, notre semelle est prise en compte. Donc notre point de jonction sera entre la semelle et le sol support. Donc on va maintenant déterminer les distances des forces. Donc les distances des forces sont représentées successivement par, nous avons D1 pour la charge P1, D2 pour la charge P2 et D3 pour la force motrice F. Et notez bien, les distances sont calculées par rapport au joint A qui constitue le point de jonction entre le mur plus la semelle et le sol support. Les moments stabilisateurs MS. MS est égal à la somme des moments des charges verticales par rapport à A. Ce qui veut dire MS est égal au moment de P1 par rapport à A plus moment de P2 par rapport à A. Ce qui nous donne P1 fois D1 plus P2 fois D2. Les moments moteurs de renversement MR. MR est égal à la somme des moments des charges horizontales par rapport à A. Dans notre cas de figure, nous avons également une seule force motrice. Donc, MR est égal au moment de notre charge motrice qui est F par rapport à A, ce qui veut dire F fois D3. On va passer au deuxième point de la vérification de la stabilité au renversement, c'est-à-dire conditions de vérification de la stabilité au renversement. Pour vérifier la stabilité au renversement, il faut calculer les valeurs du moment de la stabilisation MS et du moment au renversement MR et comparer ces deux moments. La condition qui vérifie la stabilité au renversement est donnée par, donc MS doit être strictement supérieur à MR. Pour garantir la sécurité, lors des calculs, on ajoute un coefficient de sécurité K, ce qui permet d'écrire MS strictement supérieur à K fois MR. Avec K, le coefficient de sécurité au renversement, dont la valeur est comprise entre 1,25 et 1,5. Donc, par conclusion, le mur reste stable tant que MS sur MR est strictement supérieur à K, notre coefficient de sécurité.
Et si jamais le rapport MS sur MR devient inférieur à notre coefficient, alors le mur devient instable. On va continuer avec le cours. On va passer au grand 2, vérification de la stabilité au glissement des murs. Qu'est-ce que c'est le glissement? Le glissement des murs est un mouvement de translation qui peut conduire à un frottement émanant du contact entre le mur et la semelle, dans le cas où le mur et la semelle sont construits de matériaux différents, le cas de la première figure, ou du contact entre la semelle et le sol support, dans le cas où le mur et la semelle sont construits de matériaux de même nature, le cas de la deuxième figure. Donc on va prendre le premier cas, mur et semelle de matériaux différents. Donc sous l'effet de la poussée, s'il y a lieu un éventuel glissement, cela va se faire de la manière suivante, comme nous pouvons le constater. On va prendre notre deuxième cas de figure, mur et semelle de même matériau. Donc sous l'effet de la poussée, sous l'effet de la charge, s'il y a un éventuel glissement, cela se fera de la manière suivante, donc comme nous pouvons le constater. On va continuer, donc petit a, les étapes relatives à la vérification au glissement des murs. Première étape, faire l'inventaire des charges en identifiant les forces stabilisatrices qui sont verticales et les forces motrices qui sont horizontales. Ensuite, représenter le schéma de calcul. Petit b, conditions de vérification de la stabilité au glissement. Pour vérifier la stabilité au glissement des murs, il faut calculer la somme des charges responsables de la stabilisation, qui sont verticales, et de celles responsables du glissement, qui sont horizontales, et comparer les deux valeurs sans oublier le coefficient de frottement, F, qui est égal à la tangente de l'angle de talus formé par le sol, qui résulte du glissement sur la surface de contact. La condition qui vérifie la stabilité au glissement est donnée par la somme des charges verticales fois le coefficient de frottement doit être strictement supérieur à la somme des charges horizontales. Pour garantir la sécurité, on ajoute un coefficient de sécurité noté K1 qui permet d'écrire la somme des charges verticales fois le coefficient de frottement strictement supérieur à la somme des charges horizontales fois K1. Voilà, d'où notre condition devient la somme des charges verticales fois le coefficient de frottement sur la somme des charges horizontales strictement supérieure à K1, avec K1 le coefficient de sécurité au glissement dont la valeur est comprise entre 1,5 et 2. Par conclusion, la condition de vérification, le mur reste stable tant que le rapport de la somme des charges verticales fois le coefficient sur la somme des charges horizontales est strictement supérieur à K1. Et si jamais le rapport de la somme des charges verticales fois le coefficient sur la somme des charges horizontales est inférieur à K1, alors le mur devient instable.
On va continuer avec notre cours. Nous avons les types de murs. Donc, nous distinguons deux types de murs. Le premier type, nous avons les murs de clôture. C'est quoi un mur de clôture? Un mur de clôture est un ouvrage servant à délimiter une surface ou une propriété, situé à l'extérieur et peut être construit en différents matériaux, béton, maçonnerie, etc. Le mur de clôture peut avoir plusieurs fonctions. Protéger contre les poussées directes du vent et peut même aussi jouer le rôle de mur de soutènement, retenir la poussée de la terre. Donc, voici quelques images représentatives de murs de clôture. On va passer au deuxième type. Il s'agit des murs de soutènement. C'est quoi un mur de soutènement? Un mur de soutènement est un ouvrage génie civil conçu pour retenir, dans le sens de soutenir, des terres en mouvement afin d'éviter leur éboulement ou leur glissement, ainsi protéger les autres ouvrages. Cette action-là sur le mur de soutènement est appelée la poussée de la terre. On classe les murs de soutènement en deux grandes catégories. Les murs poids, c'est le poids du mur qui représente la force qui résiste à la poussée des terres. Deuxième catégorie, les murs légers. Murs à faible poids qui résistent à la poussée par son ancrage dans le sol. Nous avons donc les murs à contrefort, les murs à bêche, les murs à console. Donc nous avons quelques images représentatives des murs de soutènement. Comme nous pouvons le constater, donc cette image, donc il s'agit des murs à contrefort. Nous avons la partie de la semelle constituée de talons et de la bêche d'ancrage. Donc il s'agit ici des murs poids, donc incluant parfois une masse supplémentaire de remblais. Donc constitué, nous avons le mur, ensuite à droite nous avons le remblai et ainsi de suite. On va continuer avec le cours. Nous arrivons sur la démonstration de la formule de calcul de la poussée des terres. Voilà, donc nous avons le mur et nous avons la terre. En premier lieu, nous avons notre surface de contact. De quoi est constituée la terre? La terre est constituée de son angle de talus, qu'on note ici par ρ, et de son poids spécifique ou poids volumique que nous notons ici par delta. Voilà, on va continuer. Donc, nous avons le mur. Et sur notre mur, là, on va placer 3 points. Le point A, le point B et le point C. Comment fonctionnent les pressions des terres? Les pressions des terres fonctionnent de la même façon que les pressions des fluides. Donc, comme nous pouvons le constater, la pression varie en fonction de la profondeur. Donc, en allant du point A jusqu'au point C, nous constatons que la pression des terres augmente. Donc, en fonction de la profondeur. Diagramme de pression des terres. Donc, notre pression au point A est déterminée par la formule suivante. Donc,
pression au point A est égale à Kp fois delta, qui est le poids spécifique, fois la hauteur du point A, moins 2 fois la cohésion, le C c'est la cohésion, fois la racine carrée de Kp. Au niveau du point B, même chose, donc Kp fois delta fois Hb moins 2 fois la cohésion fois la racine carrée de Kp. Au niveau du point C, la pression au point C, Kp fois delta fois Hc moins 2 fois la cohésion fois racine carrée de Kp. Donc, nous avons la légende. Kp signifie le coefficient de poussée de la Terre. Déterminé par la formule suivante, Kp est égal à la tangente carrée de 45 moins l'angle de talus ρ sur 2. Delta, c'est le poids volumique des terres, exprimé en kilogrammes par mètre cube. La hauteur, non H, la hauteur du mur et celle des terres, exprimée en mètres. Rho, l'angle de talus qui représente l'angle maximal avec l'horizontale, qui représente un sol mis simplement en tas. Voir la figure ci-dessus. Donc la représentation de la Terre ici, il s'agit d'une représentation mécanique qui puisse nous permettre de représenter l'angle de talus afin que vous puissiez comprendre comment l'on détermine l'angle de talus. Sinon, la Terre couvre toute la hauteur du mur. Voilà, donc toute cette partie est couverte de la Terre. Donc ici, il s'agit juste d'une représentation mécanique afin de bien faire des explications. Voilà, on va continuer. C, c'est la cohésion qui caractérise la capacité qu'a un sol à s'amalgamer, c'est-à-dire coller. On considère que les sols sont non cohésifs. Donc, étant donné que les sols sont non cohésifs, donc C est égal à 0. Donc, ce qui nous permet d'en déduire que nos expressions des pressions vont devenir, donc au niveau du point A, Kp fois delta fois Ha, au niveau du point B, Kp fois delta fois Hb, et au niveau du point C, Kp fois delta fois Hc. Voilà, donc on va continuer avec la démonstration des formules. Voilà, donc nous avons notre mur. Étant donné que les charges appliquées par les terres sont réparties triangulairement, voilà, donc nous avons, nos deux points, le point A et le point B. On enlève le point qui est au milieu, donc on réduit aux deux points, le point A et le point B. Nous avons la pression au point A est nulle, tout simplement parce que sa hauteur est nulle. Donc Kp fois delta fois 0 ne fait que la pression est nulle. La pression est nulle, tout simplement parce que il s'agit de la hauteur initiale. Au niveau du point A, la hauteur est nulle. Et au niveau du point B, la pression au point B, donc Kp fois delta fois Hb, Hb étant égal à grand H, donc notre formule est, donc la pression au point B est égale à Kp fois delta fois grand H. Donc d'après le diagramme de pression, on constate bien que la pression appliquée par la poussée de la Terre constitue une charge répartie triangulairement. Donc la concentration de la poussée
sera schématisé, compte tenu qu'il s'agit d'un triangle, schématisé de la manière suivante, comme nous pouvons le voir. Ce qui veut dire quelles sont nos distances. Donc, à la partie inférieure, c'est situé à 1/3 de la hauteur et à la partie supérieure à 2/3 de la hauteur. Après la concentration de la charge appliquée par la Terre sur la surface du mur, on trouve que la poussée de la Terre s'exprime comme suit. Donc la poussée de la Terre est égale à Kp fois delta fois H fois la hauteur divisé par 2. Donc, comme si l'on calculait la surface du triangle. Donc base, hauteur divisé par 2. Donc, notre base, il s'agit de la pression au point B. Et la hauteur, il s'agit de la hauteur des terres. Donc, la hauteur d'influence des terres sur le mur. D'où notre formule de poussée est égale à Kp fois delta fois H au carré, étant donné que nous avons la répétition des hauteurs de H, multiplié par 1 mètre de longueur du mur. Ça, c'est dans le cadre scolaire. Donc, dans tous les exercices, l'on multiplie par 1 mètre de longueur du mur. Dans le cas réel, l'on multiplie par la longueur réelle du mur. Voilà, donc on va continuer. Nous avons la démonstration de la formule de calcul de la poussée avec une charge appliquée sur les terres, donc avec effet sur le mur. Donc sur notre terre, l'on s'est dit il y a une surcharge qui est donc il y a une charge répartie sur notre terre. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Nous avons notre mur. Nous aurons combien de diagrammes de pression? Et bien sûr, nous en aurons deux. Le premier, il s'agit, donc on va placer nos points A et le point B. Donc, nous avons le premier diagramme, c'est le diagramme de pression appliqué par les terres. Et le deuxième diagramme, il s'agit du diagramme dû aux pressions de la charge. Donc, la charge qui est appliquée sur la Terre aura tendance à tasser la Terre. Du coup, cette charge qui est verticale va se transformer en une charge horizontale et qui aura l'effet sur le mur. Donc, la pression au niveau du point A est égale à Kp fois delta fois HA, et au niveau du point B, Kp fois delta fois HP. Voilà, donc, et la pression due à la charge qu'on note grand Q est égale à Kp fois la charge petit q. Donc, nous avons les pressions de la Terre. Nous avons la pression au point A qui est nulle, étant donné que la hauteur est nulle, et la pression au point B qui est égale à Kp fois delta fois H. Et la pression due à la charge, donc grand Q, est égale à Kp fois Q. On va continuer. Donc, avec notre mur, nous avons nos points A et le point B. Et notre premier diagramme de la pression des terres et le deuxième diagramme de la pression due à la charge. La pression au point A est nulle.
Et la pression au point B est Kp fois delta fois H. Et la pression due à la charge, Kp fois Q. D'après le diagramme de pression, on constate bien que la pression appliquée par la poussée de la Terre constitue une charge répartie triangulairement, tandis que celle appliquée par la charge sur la Terre et qui sera par la suite transmise au mur est rectangulaire. Donc les concentrations sont schématisées sur la figure ci-dessus. Donc nous avons la poussée de la Terre située à la partie inférieure à 1/3 de la hauteur et la partie supérieure à 2/3 de la hauteur. Ensuite, la poussée due à la charge située à 1/2 de la hauteur, partie inférieure, de même à la partie supérieure à 1/2 de la hauteur. D'où la poussée de la Terre est égale à Kp fois delta fois H au carré sur 2 fois 1 mètre de longueur. Et la poussée due à la charge est égale à Kp fois Q fois la hauteur fois 1 mètre de longueur du mur fois 1 mètre de longueur du mur. Et la poussée due à la charge est égale à Kp fois Q fois la hauteur fois 1 mètre de longueur du mur. Voilà, donc on va continuer avec le cours. Là, on va faire la démonstration de la poussée d'une charge appliquée sur les terres avec effet sur le mur, pour les cas d'une semelle centrée. Donc notez bien, le mur et la semelle sont construits avec le même matériau. Donc comme nous pouvons le voir, la partie de la semelle est prise en compte. Donc la hauteur, c'est la hauteur du mur plus la hauteur de la semelle. Voilà donc, comme nous l'avons énoncé, le titre, il y a une surcharge sur la Terre. Une surcharge sur la Terre. Donc, notre mur, nous aurons donc, premièrement, le diagramme des pressions appliquées par la Terre. Deuxièmement, le diagramme des pressions dues à la charge. Conséquence subite et immédiate, sur notre mur, nous aurons la poussée de la Terre située à 1/3 de la hauteur partie inférieure et à 2/3 de la hauteur partie supérieure. Deuxième poussée, il s'agit de la poussée due à la charge. Bien sûr, située à 1/2 de la hauteur partie inférieure et à 1/2 de la hauteur partie supérieure. On va continuer avec le cours. Démonstration de la poussée des terres, cas de deux terres superposables. Voilà donc ce qui fait que nous aurons H1 pour la terre 1 et H2 pour la terre 2. Donc pour avoir la hauteur totale, il nous faudra additionner H1 plus H2. Voilà donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? La terre numéro 1 va constituer une charge pour la terre numéro 2. Et cette charge est déterminée par la formule suivante, delta 1 fois H1, et qui est exprimée en kg par mètre carré. Voilà donc notre mur avec la hauteur 1 et la hauteur 2. Donc, combien de diagrammes de pression nous aurons? Nous aurons donc la hauteur totale en faisant la somme de H1 plus H2. Donc nous aurons le diagramme de la pression
de la terre 1, le diagramme de la pression de la terre 2 et le diagramme de la pression due à la charge de la terre 1 sur la terre 2. Ce qui fait que nous aurons bien évidemment 3 poussées. La première poussée, il s'agit de la poussée de la terre 1 qui sera située à la hauteur dans la partie inférieure. Donc on aura H2 plus H plus 1 tiers de H1. La partie supérieure, 2 tiers de H1. Notre deuxième poussée, il s'agit de la poussée de la terre 2. Située à 1 tiers de H2. Ensuite, nous aurons la poussée due à la charge de la terre 1 sur la terre 2. Et bien évidemment, située à 1,5 de H2. On va continuer avec le cours. Démonstration de la poussée des terres, cas de 2 terres superposées avec une charge sur ces 2 dernières. Donc sur nos 2 terres, l'on applique une charge répartie. Q. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la terre 1 qui va constituer une charge sur la terre 2. Et bien évidemment, calculé par la formule suivante, delta 1, donc le poids spécifique de la terre 1, fois H1, exprimé en kg par mètre carré. Donc nous avons notre mur, et nous aurons combien d'effets? Combien de diagrammes? Donc nous aurons le diagramme de la terre 1, de la charge, donc le diagramme de la terre 1, le diagramme de la terre 2, le diagramme dû à la charge sur la terre 1. Donc la charge aura tendance à tasser la terre 1 et aussi la terre 2. Donc ce qui fait, nous avons le diagramme dû à la charge sur la terre 1 et le diagramme dû à la charge sur la terre 2. Et enfin, le diagramme dû à la charge de la terre 1 sur la terre 2. Donc, conséquence subite immédiate, nous aurons 5 poussées. Donc, nous avons notre mur. Nous aurons la poussée de la terre 1, la poussée de la terre 2, la poussée due à la charge sur la terre 1, la poussée due à la charge sur la terre 2 et la poussée due à la charge de la terre 1 sur la terre 2. Voilà, nous arrivons au terme de notre vidéo dans laquelle nous avons expliqué le cours sur l'étude de la stabilité des murs. Donc j'espère que les explications ont été claires et explicites. Prochainement, nous allons faire des vidéos dans lesquelles nous allons faire des exercices, des cas pratiques sur tous les points que nous avons énumérés ici dans le cours. Donc on va procéder à la vérification de la stabilité, au renversement, au glissement, au calcul des poussées et consorts. Donc comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu,
Et n'hésitez surtout pas aussi de laisser des éventuelles questions si vous en avez. Et j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions. Donc d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.